Merci beaucoup. Bon, je voudrais tout d'abord remercier tous les organisateurs du colloque et toutes les personnes qui sont présentes ici pour écouter nos interventions. Donc la présentation que je vais faire sur la question de l'identité de classe chez les travailleurs, travailleuses précaires, en me centrant sur le concept de précariat, s'appuie donc sur les résultats d'une enquête de terrain comparative que j'ai menée dans le cadre d'une thèse de doctorat en sciences politiques à Paris, Bordeaux et Berlin dans les 4 dernières années. C'est une enquête dont l'objectif était d'interroger les reconfigurations subjectives du sujet politique sur lequel s'appuie, c'est en particulier là-dessus que j'axerai mon intervention, s'appuie tout projet de transformation sociale et tout projet d'émancipation. La question que je vais me poser ici, c'est de savoir, sur la base de cette enquête, quelles sont les conditions de possibilité qui sont nécessaires pour parvenir à la construction d'une identité de classe unifiée dans la situation contemporaine d'un éclatement des identités politiques du salariat entre notamment précaires et travailleurs stables. Alors l'objectif de ce papier, c'est pas de discuter de la validité ou non de la notion de précariat, ou de la validité ou non des problématiques qui s'y rattachent directement. En particulier, je pense à la revendication du revenu garanti. C'est un débat qui a déjà été mené parmi les économistes, les sociologues, les mouvements sociaux, les mouvements politiques, le mouvement syndical. Je vais essayer de résumer brièvement les positions des uns et des autres, en sachant très bien que ce résumé ne peut pas tenir compte de toutes les nuances qui ont pu être exprimées. Je relierai toujours cette question évidemment du précariat avec la question du revenu garanti. Alors pour les partisans de gauche du revenu garanti, il faut instaurer aujourd'hui un revenu garanti pour l'ensemble de la population, quelle que soit la situation dans l'emploi, afin de répondre d'une part à la raréfaction relative de l'emploi et d'autre part à la nouvelle dimension, à une nouvelle dimension cognitive du capitalisme dans laquelle la production de richesse s'appuierait de manière croissante sur un temps de création qui serait de l'ordre du hors-travail. Bon, la critique classique des opposants qui est faite au revenu garanti du côté de la droite, du côté libéral, c'est de dénoncer la logique d'assistance que produirait une dévalorisation du travail et du profit, ce à quoi s'ajoute un certain nombre de critiques venant davantage de la gauche, notamment de certains syndicats ou organisations politiques, qui cherchent à réaffirmer dans une certaine mesure l'idée d'une socialisation du salaire, mais en conservant une connexion avec l'emploi, avec le travail salarié. Donc deux critiques qui s'opposent à cette idée de revenu garanti qui est très souvent associée à la question du précariat, qui est la notion que je discute, mais aussi d'autres partisans du revenu garanti, plutôt classés du côté du libéralisme, en faveur d'un revenu garanti, mais d'un montant relativement faible afin de ne pas décourager le travail. Ce à quoi la critique de gauche objecte que cela reviendrait en fait à mettre à disposition des employeurs des salariés pour un très bas coût. C'est globalement ce qu'on appelle en général l'activation de la protection sociale, ce qu'on retrouve par exemple dans la réforme du RSA conduite à partir de 2008 par Martin Hirsch. Deuxième point, je vais revenir sur les définitions de la notion de précariat. Alors, je ne vais pas pouvoir présenter toutes les variantes de la notion, qui est globalement une notion relativement floue et qui est utilisée selon les théoriciens, selon les acteurs sociaux, dans des acceptions assez multiples. Je vais présenter un petit peu les acceptions idéales typiques de la notion que j'ai essayé de repérer à travers une analyse du discours des acteurs sociaux producteurs de cette catégorie d'identification et de cette catégorie d'analyse. Première acception de la notion de précariat, acception que j'ai appelée acception faible. Le précariat est un terme pour désigner les fractions précarisées du salariat. C'est une acception qu'on retrouve dans un certain nombre de travaux académiques qui utilisent la notion, parfois par simple commodité, pour désigner l'ensemble des positions sociales précarisées, mais qui ne tirent pas pour autant des conclusions théoriques supplémentaires sur l'émergence d'une nouvelle classe. Deuxième acception, ce que j'ai appelé acception forte du précariat, c'est le précariat comme nouvelle classe sociale. Je retiendrai ici la définition qu'en donne un des dirigeants du Basic Income Earth Network, Guy Standing,
qui est auteur d'un livre récent qui connaît un certain succès, notamment en Angleterre, qui s'appelle The Precariat, The New Dangerous Class. Donc pour Standing, le précariat, c'est une nouvelle classe en formation qui regroupe trois principaux groupes sociaux. D'une part, les jeunes intellectuels précarisés, d'autre part, les migrants clandestins, et enfin, les travailleurs âgés ou vieux précaires, dans des situations variées d'emploi atypique, intérim, CDD, sous-emploi, etc. Donc le précariat constituerait une classe constituée de ces trois groupes sociaux, une classe qui est ambivalente, puisqu'elle susciterait le développement de deux extrémismes. D'un côté, un extrémisme de jeunes précaires qui tendrait davantage vers la gauche radicale, d'un autre côté, un extrémisme de vieux précaires qui constituerait la base populaire de l'extrême droite xénophobe européenne. Et c'est ce dernier élément qui ferait, selon la thèse de Standing, du précariat une classe dangereuse. Troisième exception de la notion de précariat, c'est une exception intermédiaire entre ces deux notions un peu polaires, exception qui est ambivalente. Le précariat constituerait une identité collective, un égoïsme collectif, pour reprendre l'expression d'un militant et théoricien du mouvement précaire, je pense à Laurent Guillotot. Il constituerait une fierté, ce qu'ont manifesté les mouvements de précaires dans l'organisation des marches de l'Euro-Mayday, principalement dans la première moitié des années 2000 ou autour de 2005. Ces sortes de précaire pride, de marche de la fierté précaire, dans lesquelles un certain nombre de groupes de précaires affirmaient une identité collective. Une identité collective qui n'est pas forcément une identité collective de classe, mais ici, qui peut être une identité collective de groupes sociaux. Donc l'acception ici est vue de manière ambivalente. Elle se situe entre, d'un côté, l'affirmation performative de l'émergence du précariat comme un nouveau sujet de la transformation sociale, de la même manière que le prolétariat était le sujet de l'émancipation sociale à l'époque industrielle. Et en même temps, c'est là qu'est l'ambivalence, la réaffirmation permanente que le précariat n'est pas distinct du salariat, car inscrit dans le même rapport social qui s'impose à tous, précaire en emploi, précaire sans emploi ou travailleur stable, le rapport social de travail. Bon, donc je rappelle, je ne discute pas ici de la validité de la notion de précariat. Ce que j'ai essayé de faire dans ma thèse, c'est de réaliser une sociologie des catégories d'identification qui sont disponibles pour représenter les travailleurs précaires dans le monde social. Pour comprendre la notion de précariat, je pense qu'il faut l'envisager comme une catégorie construite et non comme une manière qui serait naturelle de nommer une réalité dont l'émergence s'imposerait directement aux acteurs du monde social. Donc il s'agit de sortir d'une définition essentialiste, objectiviste de la notion de précarité, de précariat, que présentent un certain nombre d'acteurs dans le mouvement social et politique, souvent sous la forme d'un essentialisme stratégique qui vise à construire le groupe social, mais qui serait dans certains cas la conséquence mécanique de l'émergence d'une nouvelle forme de capitalisme, ce que j'ai appelé tout à l'heure, en reprenant les thèses d'un certain nombre de théoriciens, notamment dans la continuité de Tony Negri, d'un capitalisme cognitif. Ici, je vais utiliser l'apport de la sociologie bourdieusienne des classes, notamment dans, je pense, à un article majeur de Pierre Bourdieu de 1984 qui s'appelle « L'espace social et jeunesse des classes », qui permet à mon sens de penser la construction de la classe et la construction complexe de la classe aujourd'hui en situation de précarisation de l'emploi, au-delà de certaines limites des théories marxiennes des classes. À l'idée d'une classe en soi, on préférera avec Bourdieu ainsi l'idée d'une classe probable qui constitue un découpage probable de la classe, mais qui reste toujours contingent, non susceptible d'apparaître nécessairement, car aux prises, et c'est là l'apport de Bourdieu, de lutte de classement, dont l'issue consacre certaines fois des groupes probables en groupes mobilisés, dotés de porte-parole, dotés de symboles, de représentations dans l'espace social et politique, mais parfois non. Donc ce passage à la classe mobilisée, qui serait un petit peu l'équivalent de la classe pour soi chez Marx, suppose un travail politique, ce en quoi là, Marx et Bourdieu se rejoignent complètement.
c'est une manière d'analyser l'émergence de la classe ouvrière comme sujet politique au 19e, au 20e siècle, ce que fait un petit peu Thomson dans la formation de la classe ouvrière anglaise. On analyserait donc ainsi le développement du prolétariat et sa constitution en classe comme le produit de discours performatifs. Et ici, la contribution de Bourdieu, c'est donc de parler d'effets de théorie, c'est-à-dire de réanalyser le marxisme, non seulement comme une théorie qui a été en mesure de manifester la présence d'un prolétariat dans le développement de la société industrielle, mais en même temps de construire ce prolétariat en classe mobilisée, en classe pour soi. C'est cet effet de théorie que je vais essayer de montrer dans la construction aujourd'hui contemporaine des subjectivités précaires. J'ai fait cette petite digression pour revenir à la question que j'énonçais au début de cette présentation. Malgré le déclin de la conscience de classe dans les pays d'Europe de l'Ouest, il y a toujours d'un côté le maintien de l'appartenance à l'ancienne catégorie toujours effective de classe ouvrière, et en même temps le développement de nouvelles formes d'affiliation subjective au sein des groupes précarisés. J'ai essayé de classer un petit peu les différentes identités auxquelles peuvent conduire les phénomènes d'affiliation chez les travailleurs précaires, et j'ai retenu, je vais les présenter très brièvement, 3 types d'identités. D'une part, une absence d'identité de classe chez les travailleurs en situation de précarité, qui est une situation qui est relativement courante. D'autre part, une identité de classe que j'ai appelée identité de classe unifiée ou identité de classe coalescente, c'est-à-dire une identité qui réunit dans la même catégorie cognitive les travailleurs stables et les travailleurs précaires. Et puis, troisième type d'identité, ce que j'ai appelé une identité de classe séparatiste, c'est-à-dire lorsque le sentiment d'appartenance à un groupe précaire conduit à ériger une nouvelle classe considérée comme opposée ou du moins séparée de la classe ouvrière stable, ou du moins de sa représentation. Bon, et dans ce troisième modèle, c'est dans certains cas la notion de précariat, ou du moins une certaine exception, non pas toutes les exceptions de la notion de précariat, qui est mobilisée par les travailleurs précaires. Et c'est cette tension entre identité séparatiste d'un côté, identité coalescente d'autre part, sur laquelle je vais essayer de donner quelques précisions. D'où ma question de départ reformulée: comment est-ce que des identités différenciées, d'un côté identité séparatiste, d'un autre côté identifiée unifiée, se construisent dans un cas, dans d'autres? Pourquoi est-ce qu'on arrive à la construction, dans certains cas, d'une identité unifiée, dans un autre cas, d'une identité séparatiste? Alors, pour ça, j'ai identifié deux types d'éléments. D'abord, des conditions de possibilité objectives qui conduisent à la construction de telle ou telle identité de classe, et ensuite des conditions de possibilité subjectives qui conduisent à un autre type d'identité de classe. Je vais devoir accélérer pour maintenir l'engagement que j'ai pris de m'en tenir à 15 minutes. Si on étudie la répartition des différentes positions sociales des travailleurs dans le salariat, ce que la phase de précarisation a montré dans les 30 dernières années, c'est une différenciation des conditions qui étaient auparavant davantage homogènes et qui aujourd'hui se sont hétérogénéisées, c'est-à-dire que les positions des travailleurs qui ont été précarisés dans les 30 dernières années se sont progressivement éloignées des positions sociales des travailleurs qui ont conservé, même de manière relative, une situation relativement stable sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'à la dualisation du marché du travail dans les conditions d'embauche, d'emploi, de contrat, etc., s'est greffée dessus une dualisation des identités collectives. Si on reprend les thèses de Bourdieu dont je parlais tout à l'heure, la possibilité de construction d'un groupe social dépend en dernier ressort de la proximité dans l'espace social des différentes positions sociales,
ce qui fait qu'on rassemblera plus facilement dans le même groupe social des travailleurs opposition relativement peu éloignés, par exemple des travailleurs d'une entreprise publique à la SNCF, des travailleurs d'une entreprise publique à la Poste, que des travailleurs qui auraient, je vais prendre un exemple polaire, des travailleurs extrêmement précaires et peu qualifiés et des cadres très qualifiés dans des situations d'emploi stable. Donc la contradiction de continuer à construire une identité de classe unifiée aujourd'hui pour les groupes politiques, pour les groupes syndicaux, pour les mouvements sociaux, c'est d'arriver à unifier dans une même catégorie cognitive, dans une même représentation subjective, des situations objectives qui se sont progressivement éloignées. Donc ça, c'est ce que j'appelais condition de possibilité objective, qui me permet de conclure temporairement que il y a aujourd'hui moins de chances, moins de probabilités d'arriver à construire une identité de classe unifiée. Et pour autant, si on regarde à l'échelle internationale, moi j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse sur la France et sur l'Allemagne, donc j'ai effectué une comparaison entre la construction des identités précaires en France d'un côté, en Allemagne de l'autre. Selon les pays, alors je ne développerai pas davantage que ces deux exemples, on est conduit davantage dans un pays que dans l'autre, plus souvent à la construction d'identités unifiées qu'à la construction d'identités séparatistes. En l'occurrence, en Allemagne, mais aussi en Angleterre, je ne développerai pas davantage, la notion de précariat a connu dans les dernières années un succès plus important qu'elle n'a pu connaître en France. En Allemagne, à partir de 2005, par exemple, il y a toute une campagne médiatique, campagne d'intellectuels, qui conduit à progressivement implanter la notion de précariat, alors que la notion de précarité était totalement inexistante dans l'espace public allemand jusqu'alors, dans les débats, y compris dans les débats des fondations attachées aux partis politiques, dans la social-démocratie, puis y compris dans la gauche radicale, comme dans Die Linke ou dans le mouvement syndical. A l'inverse, en France, la notion de précariat, même si elle apparaît plus tôt, c'est-à-dire au début des années 2000, connaît un succès plus limité et qui se limite à des milieux politiques, syndicaux, associatifs, à des collectifs, des coordinations. Je pense par exemple à la coordination des intermittents des précaires d'Île-de-France, au mouvement des intermittents du spectacle. Il n'empêche, la notion reste d'un usage plus limité dans l'espace public, dans les débats politiques qu'en Allemagne. Ce qui me permet de conclure temporairement et très brièvement qu'il y a eu ici des conditions de possibilité subjectives à la construction de ces identités qui ont été relativement différenciées, ce qui pourrait expliquer qu'il y a en France une identité davantage unifiée du salariat, avec toutes les limites qu'il faut mettre derrière ça, et une identité davantage séparée en Allemagne, c'est-à-dire l'émergence d'une nouvelle classe, le précariat, de manière subjective, c'est-à-dire que la notion de précariat est plus seulement une catégorie d'analyse pour les chercheurs, une catégorie d'analyse pour les militants, mais également une catégorie qui est appropriée par les acteurs sociaux dans leur sentiment d'appartenance. C'est, pour résumer, donc plusieurs facteurs. D'abord, dans la plupart des pays, une augmentation de la distance entre les positions sociales des différents groupes sociaux du salariat qui conduit à rendre plus difficile la construction d'une identité sociale unifiée, ce que manifeste le délitement des identités de classe unifiées. Mais à l'inverse, selon les pays, la nécessité plus ou moins importante, selon que les fractions les plus précarisées du salariat arrivent à s'intégrer aux mouvements sociaux, à l'action collective, aux représentations existantes du salariat, il y a une nécessité plus ou moins importante de construire des catégories alternatives. Et donc dans les pays où la question de classe a été, là j'ai pris le cas de l'Allemagne, a été davantage euphémisée, refoulée, dépolitisée, le précariat aujourd'hui représente une nouvelle manière d'exprimer la conflictualité de classe, d'exprimer la division de la société en classes, quand en France, à l'inverse, persiste une certaine classisation
ou un aspect classiste dans l'expression des rapports sociaux. Peut-être 20 secondes pour un dernier mot. Si j'en reviens à ma toute première question de départ, quelles sont les conditions de possibilité nécessaires pour parvenir à la construction, à la reconstruction d'une identité de classe unifiée, ce qui me permet de raccrocher ici ma pensée avec le thème de ce colloque, penser l'émancipation, donc penser quelque part le sujet politique de l'émancipation. Je ne cherche absolument pas à apporter une réponse afin de savoir si le sujet est le salariat, si le sujet est le précariat, mais juste à identifier un certain nombre de questions. Le problème que pose la notion de précariat, selon quoi je proposais de mettre la notion de précariat, que je trouve par ailleurs relativement intéressante, à l'épreuve de la critique, et le risque de constitution d'un sujet politique qui serait séparé au moins tactiquement ou stratégiquement du salariat stable, ou complètement séparé de la représentation du salariat stable, ce qui pourrait constituer une plus grande difficulté dans l'élaboration d'une stratégie de transformation sociale. D'où la question que posent les deux dynamiques qui sont à l'œuvre actuellement et qui imposeraient de réexaminer la question avec davantage de recul dans les années qui viennent, puisqu'on est encore dans des processus extrêmement récents à l'œuvre et qui pourraient être amenés à des conclusions totalement différentes dans les années à venir. Il y a d'un côté une dynamique d'éloignement objectif des positions sociales entre les différents groupes sociaux du salariat, mais en même temps, il y a une dynamique contradictoire, à la fois de divergence dans la construction de représentations sociales différenciées, précariat, salariat, et en même temps des dynamiques de convergence, parfois dans l'action collective. Je pense par exemple aux derniers mouvements sociaux contre l'austérité qui s'ouvrent depuis 2009 et qui voient des actions collectives réunissant travailleurs stables et travailleurs. Voilà, merci. J'ai vraiment essayé de tenir le temps, je crois que je n'ai pas réussi. Mais... Merci beaucoup.